Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une question absolument fascinante qui concerne l'Afrique. C'est l'histoire d'une relation, disons, compliquée entre d'un côté une richesse naturelle immense et de l'autre un parcours historique vraiment unique. On va s'appuyer sur les travaux d'Akinma Bogunje pour explorer comment la géographie a pu influencer, mais attention, pas déterminer, le destin de tout un continent. Voilà la question centrale. C'est le grand paradoxe qui va nous guider. Comment un continent si extraordinairement riche en ressources a-t-il pu connaître une trajectoire de développement si différente des autres? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour bien comprendre, il faut voir l'Afrique comme une pièce à deux faces. D'un côté, l'abondance, presque un cliché, des minéraux à foison, une biodiversité incroyable, des prairies à perte de vue. Et de l'autre, des défis de taille, des maladies partout, des terres fertiles mais éparpillées, et quasiment pas d'animaux qu'on a pu domestiquer. Le truc, c'est que ces deux réalités ne s'opposent pas, elles sont les deux faces de la même médaille. Allez, on commence par le commencement. Et en Afrique, pour comprendre l'histoire des hommes, il faut d'abord regarder sous leurs pieds, dans la géologie. C'est vraiment la base de tout. Ce chiffre est juste fou. Imaginez, plus d'un tiers du continent, c'est un socle rocheux parmi les plus vieux du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire vieux en géologie? Ça veut dire que pendant des milliards d'années, les minéraux ont eu le temps de se concentrer. C'est ce qui fait de l'Afrique un coffre-fort géologique. Et on ne parle pas de cailloux, hein. On parle de ce qui fait tourner notre économie mondiale aujourd'hui. Le cuivre, le cobalt pour nos batteries, les diamants, l'or. Toute cette richesse a bien sûr joué un rôle énorme dans l'histoire récente du continent, surtout à partir de l'époque coloniale. Mais, et c'est là que ça devient super intéressant, ce qui a de la valeur pour nous aujourd'hui, l'or, les diamants, n'en avaient aucune pour les premiers humains. Eux, ce dont ils avaient besoin, c'était des pierres dures, faciles à tailler pour faire des outils. Du silex, de l'obsidienne. Et la chance qu'ils ont eue, c'est que ces matériaux-là, on en trouvait absolument partout sur le continent. Ça a facilité les premiers grands sauts technologiques de l'humanité. Bon, on a parlé du sous-sol, maintenant remontons à la surface et regardons ce qui y pousse. La végétation, c'est le décor de la vie. Elle a tout façonné, l'alimentation, les déplacements et même le paysage lui-même. Quand on pense à l'Afrique, on a souvent l'image de la jungle dense, impénétrable. Eh bien, en fait, c'est une idée reçue. L'Afrique, c'est avant tout un continent de prairies. Plus de la moitié de sa surface, c'est de la savane. Et ça change complètement la donne pour l'histoire humaine. Ce qui est passionnant, c'est de voir comment une seule technologie, la maîtrise du feu, a tout changé. Au début, c'était un outil de survie pour chasser, se protéger. Puis, avec l'agriculture, le feu est devenu l'outil numéro 1 pour nettoyer les terres. Et à force de brûler sur des milliers d'années, les humains ont carrément redessiné la carte, transformant des forêts en ce qu'on appelle la savane dérivée, un paysage créé par l'homme. Et voilà la conséquence majeure. Ces immenses plaines ouvertes, c'était incroyablement facile à traverser. La savane a fonctionné comme une sorte d'autoroute préhistorique. C'est elle qui a permis les grandes migrations, la diffusion des idées et qui a vu naître les grands empires. En gros, la géographie poussée au mouvement. Bien sûr, l'Afrique est aussi célèbre pour ses animaux. Une ressource vitale, c'est certain. Mais là encore, il y a un revers à la médaille. Certains animaux, parfois minuscules, se sont révélés être des freins redoutables au développement. Alors voici l'un des grands méchants de l'histoire africaine, la mouche tsetse. Le vrai problème, ce n'est pas la mouche elle-même, mais le parasite qu'elle transporte. La maladie qu'il provoque, la trypanosomiase, est terrible, surtout pour le bétail. L'impact est direct et il est massif. Dans une immense bande qui traverse le continent, la fameuse ceinture de la tsetse, impossible d'élever des bœufs ou des chevaux. Ils tombaient malades et mouraient. Ça a créé une véritable barrière biologique qui a empêché le développement de l'agriculture de trait et du transport sur de très larges zones. Et on arrive à la conséquence la plus spectaculaire de toutes. Sans animaux traits, sans bœufs, sans chevaux pour tirer une charrette, à quoi bon inventer la roue pour le transport ? Ça n'a tout simplement aucun sens. Ce n'est donc pas un retard technologique, mais une adaptation parfaitement logique à un environnement très particulier. Et la mouche tsetse n'était pas la seule à jouer les troubles faits. Le moustique du paludisme, par exemple, a rendu certaines zones côtières tellement dangereuses pour les Européens qu'on les a surnommées le tombeau de l'homme blanc, ce qui a beaucoup influencé la colonisation. Et puis il y avait les criquets capables de dévaster des récoltes en quelques heures et de provoquer des famines terribles. Bon, on a posé toutes les pièces du puzzle sur la table. La géologie, les plantes, les animaux. Maintenant, essayons d'assembler tout ça pour voir comment ces facteurs ont concrètement sculpté les sociétés humaines. Pour bien comprendre, rien de tel qu'une comparaison. Prenez la vallée du Nil et le plateau d'Afrique centrale. Dans le Nil, vous avez de l'eau prévisible, un sol super fertile.
Résultat, une agriculture intensive, beaucoup de monde au même endroit, des villes, une société complexe. Sur le plateau, c'est l'inverse, plus capricieuse, sol pauvre. Résultat, des populations dispersées, mobiles, organisées en plus petites communautés. Le même continent, mais deux environnements, deux mondes. Face à tout ça, on est obligé de se poser la question. Est-ce que l'environnement a tout dicté ? Est-ce que l'histoire de l'Afrique était en quelque sorte écrite d'avance par sa géographie ? Est-ce que c'est une fatalité ? Et la réponse de Mabo Jonget est à la fois simple et très profonde. Non. La géographie, ce n'est pas une prison. C'est le décor, c'est la donne de départ au jeu de cartes. Elle influence, elle rend certaines choses plus faciles et d'autres plus difficiles, mais elle ne décide de rien. Parce qu'au final, ce sont toujours les peuples, par leurs choix, leurs innovations, leur organisation, qui restent les seuls architectes de leur propre destin.